Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire qui va être consacré aux résultats économiques des exploitations des différentes filières agricoles en Vendée. Alors, à circonstances exceptionnelles, format adapté à travers donc ce webinaire. Alors, nous tenions à maintenir ce rendez-vous parce que ces repères économiques, ils sont utiles et attendus pour l'ensemble des partenaires de Serre France, que ce soit les banques, les coopératives, les groupements, les organisations professionnelles, les établissements d'enseignement, ainsi que pour les élus de Serre France, hein, les représentants élus des adhérents, donc le conseil d'administration, les délégués, et puis tous les conseillers qui travaillent au quotidien aux côtés des adhérents. Alors, n'ayant pas de contraintes physiques de réunion dans une salle, nous avons élargi le public à tous les adhérents agriculteurs de Serre France. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que le beau temps et les travaux dans les champs vont être un concurrent sérieux pour une participation massive. Mais cette présentation, elle sera accessible à tous ceux qui se sont inscrits. Alors, au programme de la matinée, donc nous aurons tout d'abord une présentation de la filière culture par Frédéric Nguyen. Ensuite, ce sera Éric Aigron qui interviendra sur les productions spécialisées volaille, porc, lapin. Ensuite, ce sera Arthur Lova qui présentera la filière lait de vache et lait de chèvre. Donc Arthur qui reprend le flambeau porté par Martine Poupard jusqu'à présent sur ces filières. La viande bovine donc, sera présentée par Baptiste Lambert. Christelle Guichard interviendra, elle interviendra sur les différentes filières, puis spécifiquement sur l'agriculture biologique. Et puis on terminera par une nouveauté cette année, avec le domaine de l'énergie, donc qui sera présenté par notre spécialiste énergie, Paul Coco. Concernant l'échantillon à partir duquel Emmanuel Bison, notre chargé de référence économique, chargé des observatoires économiques à Serre France, échantillon à partir duquel il a travaillé, donc 561 exploitations qui représentent 292 clôtures d'automne. Alors, automne, ça va de juillet, 31 juillet au 30 novembre, et 269 clôtures de décembre. Alors, c'est qu'une petite partie, 561 exploitations, sur les 3200 exploitations de Serre France. L'explication, en fait, c'est que pour présenter des résultats par filière, nous retenons des exploitations spécialisées, alors qu'en Vendée, la majorité des exploitations combinent plusieurs productions. Alors, sur le côté droit de l'écran, donc il y a un chat. Vous pouvez l'utiliser, soit le chat, soit les questions, pour formuler une remarque, un complément d'analyse ou poser une question. Et donc, nous passerons sur ces remarques et sur ces questions à la fin de chaque intervention sur chaque filière. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon webinaire et puis je vous remercie d'avance pour votre attention. Bonjour à tous. Donc, la récolte 2020 a été décevante pour de nombreux agriculteurs en raison d'événements climatiques exceptionnels. Néanmoins, la catastrophe que certains craignaient au début du printemps n'a heureusement pas eu lieu. 2020 restera une année compliquée pour certains, c'est évident, mais une conjoncture prix favorable permet tout de même de nuancer les résultats économiques des grandes cultures. Côté rendement, les blés, à l'image des autres céréales à paille, ont été marqués par une baisse aussi bien sur le territoire vendéen que sur l'ensemble du territoire national.
Le blé tendre, on passe ainsi de presque 80 quintaux en 2019 à 59 quintaux par hectare et seulement 52 quintaux pour le blé dur. Concernant les semis de printemps, on retrouve des niveaux moyens. On constate une grande hétérogénéité entre maïs sec et maïs irrigué cette année encore, amenant un rendement moyen proche de 2019. Pour les prix, 2020 a aussi été marqué par un retour de prix élevé sur l'ensemble des cultures. Pourtant, ces derniers ne se retrouvent pas complètement dans les chiffres présentés ce matin. Le mouvement de hausse a démarré après les moissons, alors qu'une partie de la récolte était déjà engagée. Ceci étant dit, on constate une franche amélioration des prix du blé tendre et du blé dur, ce qui a permis, pour certaines exploitations de plaine et du marais, de compenser en grande partie la baisse de rendement. La consommation d'intrants est en baisse sur l'ensemble des cultures. Les dates de semis décalées et un temps propice au passage qui s'est fait attendre sont souvent les éléments cités par nos adhérents pour expliquer ce phénomène. Pour les marges brutes, cette année est donc très atypique et n'a pas vraiment favorisé une culture plus que l'autre. On constate un resserrement très important des écarts entre les différentes productions. À noter tout de même que la marge brute du colza repasse devant celle du blé tendre et que le blé dur joue cette année à égalité avec le maïs irrigué. Cette notion de rentabilité des différentes cultures est aussi très bien représentée par les particularités d'assolement de chaque région naturelle. La plaine irrigante, qui a pu préserver ses maïs durant les pics de chaleur de juillet et août par l'irrigation, a d'ailleurs dégagé un EBE par hectare supérieur au marais, où le blé dur est plus répandu et a plus souffert des aléas climatiques de 2020. Enfin, les charges de remboursement ont pesé de manière plus importante sur des EBE réduits. En parallèle, nous constatons un ralentissement fort des investissements de l'année. Je vais laisser la parole pour la partie agriculture biologique à ma collègue. Oui, bonjour à tous. Alors, en ce qui concerne la collecte de céréales bio, donc que ce soit en blé tendre, en orge, en triticale ou en maïs, donc on est sur des cultures qui ont subi les mêmes aléas qu'en conventionnel. Et il y a eu des reports de surface des céréales d'hiver en culture d'été et printemps. Pour le blé au niveau marché, donc, on a quand même du stock de report de 2019 qui compense la perte de collecte. Et après, globalement, sur les marchés bio, en culture bio, donc c'est des marchés qui subissent moins de fluctuations de prix qu'en conventionnel. En France, les prix sont relativement stables. Donc là, on vous a mis également, alors on n'a pas tous les échantillons encore, on est sur des échantillons partiels en bio pour le moment. On vous a mis donc les marges donc sur du haricot vert et du tournesol. Alors après, en termes d'assolement, donc sur les grandes cultures bio, c'est vrai qu'on est sur des assolements qui se caractérisent par davantage de diversité en bio. Tu peux passer, si tu veux, Frédéric, la diapo suivante. Donc en bio, on a une recherche de diversification d'assolement, plus encore qu'en conventionnel, d'allongement de la rotation, d'alternance de cultures de printemps et d'automne. Et donc les cultures de céréales à paille sont souvent conduites en association du fait de l'intérêt économique. Les protéagineux, donc févrole et pois, sont intégrés dans les rotations, notamment pour le rapport en azote. On a aussi des légumes secs qui sont bien représentés, lentilles, petits pois. Un petit mot sur 2021. Donc ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'on est sur un bon début de campagne 2021 avec des rendements qui s'annoncent satisfaisants pour le moment, avec une augmentation également des surfaces certifiées en bio. Alors après, en termes d'enjeux pour la filière bio à venir, donc, les enjeux sont surtout d'augmenter les capacités de stockage et de transformation et de continuer à consolider les filières pour assurer les débouchés. Donc, en termes d'enjeux, donc, ce qu'il faut noter, c'est l'augmentation de la production pour répondre à la demande, tout en maintenant la qualité en bio, le prix payé aux producteurs et la confiance du consommateur vis-à-vis de l'agriculture biologique. Donc, voilà ce que je pouvais dire et préciser sur la partie bio. Bien, je vous remercie. Je passe la parole à mon collègue.
Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement, donc via le chat ou l'onglet questions sur votre droite. N'hésitez pas. Pas de questions pour l'instant. Je vous propose de continuer et passer à la prochaine partie. Oui, bon. Bonjour à tous. Donc Eric, conseiller aux herbiers. Donc, je vais enchaîner sur les 3 productions spécialisées que sont la filière cunicole, la filière porcine et volaille de chair. Donc, ces 3 productions ont été impactées assez fortement par le Covid pendant l'année 2020. Et ces 3 productions sont préoccupées par l'augmentation des coûts des matières premières en lien avec ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Voilà. Donc, au niveau de la filière lapin, globalement, la filière lapin a été impactée par la consommation en restauration hors domicile et n'a pas été compensée entièrement par la consommation donc en GMS. Par contre, les opérateurs ont réussi à maintenir les prix sur l'année 2020, avec même une légère augmentation des cotations, puisque le prix moyen vendu du lapin en 2020 était de 1,91. Au niveau de l'aliment, la hausse n'était pas encore sensible sur les clôtures de 2020. Elle va l'être bien sûr de manière beaucoup plus importante en 2021. Donc, dans ce contexte, on a une stabilisation des marges aux environs de 100 € de la cage mère, donc à un niveau de marge, je dirais, plutôt correct. Et donc, on a aussi une stabilisation de l'EBE par UTH à un niveau de 48 000 € pour les éleveurs spécialisés. On augmente une augmentation du revenu disponible. Donc, cette augmentation de revenu disponible, il y a 2 facteurs. Donc, il y a eu beaucoup d'arrêts d'élevage ces dernières années et des élevages moins rentables. Et il y a aussi un effet, je dirais, il y a moins d'investissement, donc une baisse des annuités globalement dans les élevages de lapins, d'où cette hausse du revenu disponible. Par contre, le BE de 48 000 reste encore assez faible pour pouvoir assurer du développement et des créations de nouveaux élevages. Donc, au niveau des investissements, on observe plutôt une baisse. Il faut être prudent sur les chiffres parce que les échantillons, c'est des échantillons spécialisés. Mais on observe une baisse des investissements en 2020. Donc, quelques éléments de perspective pour 2021. Donc, évidemment, il y a pas mal de stocks de lapins suite aux événements du Covid. Donc, il a été demandé aux éleveurs de réduire leur production. Et il y a désormais une indexation du prix du prix payé par rapport au prix de l'aliment. Donc, est-ce que cette indexation va compenser la hausse entièrement? Donc, ça, c'est un point important. Globalement, l'année 2021, la principale crainte, c'est le coût alimentaire. Est-ce qu'il y a des questions sur la production cunicole? Voilà, n'hésitez pas. Des questions, des remarques? Il faut une première question qu'il faut lancer. Ah, je vois que... J'attends 2 petites minutes. Je vois que quelqu'un est en train de taper. Est-ce que, Eric, tu constates des installations dans les élevages de lapins aujourd'hui?
Donc là, au niveau des installations, elles sont très faibles. On a peu d'installations. Alors, il y en a eu quand même plus. Enfin, je dirais, il y a eu une période où il n'y a pas eu d'installation du tout. Et on a constaté quand même récemment quelques projets d'installation, en particulier dans des projets dans la filière lapin et bien. Lapin et bien, c'est donc une filière avec le développement de parcs au sol pour l'engraissement, donc qui est développé par à la fois CPLB et Terena. Donc en fait, il y a eu quelques installations, mais qui restent quand même assez peu nombreuses. Donc voilà, on a quand même une baisse globalement tous les ans de 10%, 10% de la production. Et donc il y a quand même beaucoup d'élevages qui ne sont pas repris. Mais il y a une petite tendance à l'installation. Alors, il y a quelques questions, donc notamment il y a 2 questions sur le nombre d'élevages sur lesquels nous avons fait ces calculs. Donc je vais répondre à ça. En termes d'échantillons, on est à peu près sur une quinzaine d'exploitations. C'est vrai que les spécialisés en lapins clôturant entre le 31 juillet et le 31 décembre, le nombre n'est pas forcément nombreux, mais enfin le nombre n'est pas important, pardon. Mais du coup, c'est pour ça lors de la présentation, il faut quand même modérer les propos, les différentes variations. Maintenant, ça permet de dégager quand même une certaine tendance. Alors ensuite, il y a Laurine Gabriel qui nous pose une question. Est-ce que les producteurs s'en sortent bien en réduisant leur production? Alors la réduction de production va plutôt être sur 2021. Donc les producteurs ont déjà connu des périodes, on a déjà connu des années avec des quotas de production, en particulier avant c'était l'été, parce que l'été c'était difficile d'écouler le lapin, donc maintenant c'est moins saisonnier. Donc là, je pense que ça va être au cas par cas. Et puis voilà, bon, de toute façon, c'est clair que s'il y a moins de volume vendu, ça va sans doute jouer sur la marge finale. Donc après, bon, voilà, certains ont des marges de manœuvre, d'autres moins. Et il faudra voir sur l'année combien ça peut représenter cette baisse. Donc, de toute façon, il est clair que c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la meilleure, c'est la seule solution pour résorber les stocks, parce que trop de stocks sur le marché, ça va peser sur les cotations de toute façon à moyen terme. Alors, M. Brosselier nous pose une question. Alors, c'était par rapport à la partie tout à l'heure en parallèle du bio. Constatez-vous un développement de la certification HVE sur l'ensemble des productions? Alors, sur la certification HVE, en fait, oui, effectivement, on observe une augmentation des exploitants qui souhaitent d'abord s'informer et puis aller dans une démarche HVE. C'est assez nouveau en Vendée parce que traditionnellement, c'est plutôt les régions viticoles qui avaient un nombre d'exploitations HVE important. Là, ce qu'on voit, c'est que l'image auprès des consommateurs pour des exploitations qui font de la vente directe ou qui font de la vente en circuit court, ça devient important pour eux. Donc, du coup, nous, à Serre France, nous sommes organisés pour pouvoir accompagner les exploitants qui souhaitent préparer une certification HVE. Alors, ce sujet-là, il va peut-être aussi venir sur le devant de la scène pour une autre motivation, peut-être. Donc ça, on verra, puisqu'il y a, dans le cadre de la séparation du conseil et de la vente des produits phytosanitaires, donc l'obligation pour les exploitants de réaliser 2 conseils stratégiques sur une période de 5 ans, conseil stratégique phyto. Et il y a 2 types d'exploitations qui vont être exemptées de cette obligation. Ce sont les exploitations en agriculture biologique et les exploitations HVE. Donc, ça pourrait être une motivation supplémentaire pour passer en HVE. Bon, après,
le nombre reste limité jusqu'à présent, mais enfin, on est sollicité et on a des questions de plus en plus nombreuses. Dernière remarque, c'est à couper pour tout le monde. A priori, non. Donc, tout le monde de problèmes techniques. N'hésitez pas à rafraîchir votre page en cas de problème particulier et de nous le vraiment. Si vous avez un souci, de le signaler via le chat. S'il n'y a pas d'autres questions suivantes, on va passer à la production porcine. Donc la production porcine a été fortement perturbée en 2020. Les perspectives l'année dernière, quand on a fait cette réunion, étaient plutôt bonnes, avec demande chinoise très très forte, en lien avec la baisse du cheptel chinois. Et deux virus ont complètement déstabilisé le marché. Tout d'abord, bien sûr, le Covid, avec des fermetures d'abattoirs en Allemagne, aux USA, et des difficultés pour exporter au niveau de l'Europe. Et la peste porcine africaine, donc en Allemagne, qui a fermé le marché allemand à la Chine. Et donc, le prix du porc allemand a fortement chuté et a mis la pression sur le marché européen. Et donc, la place de l'Allemagne sur le marché chinois a été prise par l'Espagne. Bon, dans ce contexte, le prix moyen de 2020, donc là, vous avez le prix moyen 1,56, c'est le prix moyen des clôtures de décembre, là, bien sûr. Donc, il a baissé de 11 centimes par rapport au prix moyen des clôtures de décembre 2019. Et le coût de l'aliment, même chose que pour le lapin, il a peu progressé sur l'année 2020. On le verra surtout sur les premières clôtures de 2021. Au niveau des marges, donc la marge a donc chuté en lien avec le prix, mais on reste pour les clôtures de décembre à un niveau de marge brute supérieur à 1 000 €, ce qui reste correct malgré tout. Donc, le niveau de BE moyen pour les éleveurs spécialisés en 2020 est de l'ordre de 52 700 €, soit un niveau plus élevé que la moyenne sur 5 ans, donc qui est de l'ordre de 50 000 €. Donc, globalement, le contexte des 5 dernières années a été plutôt correct, mais à court terme, voilà, le facteur préoccupant, c'est bien sûr le coût de l'aliment. Et donc le prix, enfin voilà, le prix de ces débuts d'année qui a été très difficile, fin d'année 2020, début 2021. Donc le marché, là, le prix s'est redressé. Donc hier, on était à 1,36 €, donc payé 1,53 €, avec une réorganisation un peu du marché. Et puis voilà, le marché chinois, il est surtout squatté par l'Espagne, en fait. Voilà. Donc, au niveau des investissements, vous avez le graphe. Globalement, en porc, on aurait pu s'attendre à une flambée un peu des investissements. Je pense que les éleveurs sont prudents. Il y a même eu une baisse en 2020 par rapport à 2019, alors sur des échantillons réduits, bien sûr. Et donc, voilà, il y a quand même une appréhension, surtout par rapport au prix de l'aliment, parce qu'il n'y a pas de garde-fou au niveau de la production porcine. Voilà, on n'est pas comme au lapin, il n'y a pas d'indexation, et on n'est pas comme en volaille où il y a un prix aussi qui est indexé sur le prix de l'aliment. Donc voilà, donc il y a en actualité fin 2021, donc l'obligation de ne plus castrer à vif les porcs. Donc ça, c'est un sujet aussi qui occupe la filière, surtout au niveau des filières avec une forte valeur ajoutée, où il sera difficile de pratiquer la vente de mal-entier. Donc là, je vois déjà des questions. Y a-t-il un développement en élevage en label rouge et en bio? Donc là, sur la partie label, là, je peux répondre oui, on a étudié des projets de développement en label, porc label rouge sur paille, avec des parcours. Donc, en fait, effectivement, il y a un développement. Alors, dire que c'est des nombres très importants, voilà, non, mais effectivement, c'est des choses qui… Enfin, il y a une demande, très clairement, sur ce type de produit. Donc, il y a quelques élevages qui se sont créés cette année, 2020 ou 2021.
Et en bio, Christelle? Ouais, moi, je veux bien répondre. Alors, sur la partie porc bio, on reste encore sur un marché de niche. Alors, c'est un marché qui est en très légère croissance. On a une demande forte au niveau consommation qui est jambon et lardon, donc se pose le problème de l'équilibre carcasse. Donc, il y a eu des développements importants, du développement important dans les mises en place chez certains opérateurs. Donc, dernièrement, alors après, c'est le problème aussi d'avoir les contrats et les débouchés commerciaux qui correspondent. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur un développement qui est stoppé chez les acteurs historiques. Donc voilà ce que je peux vous donner comme information pour le moment sur la partie porc bio. Il y a une question de Claude. Donc, qu'est-ce qui fait que l'Espagne a monopolisé le marché chinois? Alors, quand je dis monopolisé, bon, il n'y a pas que l'Espagne qui exporte sur la Chine, hein, il y a bien sûr aussi les Danois qui ont une forte volonté d'exportation. Bon, là, je pense que c'est l'organisation de la filière en Espagne, hein, voilà, qui clairement s'est développée vers l'export. Et la France, elle, sur l'export, globalement, pèse peu. Hein, voilà, son organisation de filière est peu tournée vers ce domaine-là, avec peut-être des opérateurs moins importants, enfin en production porcine, on a des opérateurs moins importants sur le marché européen qu'on peut l'avoir en lait ou en volaille. Et donc, après, le fait qu'on n'a pas pris une trop grosse part du marché chinois fait que quand ça va se réduire, on sera moins impacté aussi, hein, quelque part. Par contre, le risque, c'est que les ports chinois, les ports espagnols, pardon, qui allaient sur le marché chinois, vont se retrouver sur sur un marché européen, et ça peut avoir une incidence sur les prix. Ça c'est là que c'est plus préoccupant. Parce qu'il y a une production qui augmente de 5% en Espagne depuis plusieurs années, chaque année. Donc, il y a une augmentation du nombre de ports importants. Donc, il y a un petit temps de latence, parce qu'à chaque fois, on attend la question qui est en train de se taper. C'est pour ça que je suis... Excusez-moi. Le problème sanitaire chinois est réglé. Alors bon, ce qu'on lit, c'est qu'il y a un développement à marche forcée, hein, de la production en Chine. Il y a des très très grosses exploitations, hein, qui se créent. Mais il y a encore des foyers. Hein, il y a encore des foyers, donc non, le problème n'est pas réglé. Voilà, certains disent que on aura retrouvé le même niveau dans 2 ans à peu près, mais dans 2 ans c'est bientôt. Et on voit bien que de toute façon il y a un développement, puisque c'est ce qui tire le marché du tourteau et des céréales globalement au niveau mondial. Il y a un développement de la production globalement animale en Chine. Alors, donc, il y a une remarque ou également une question. Il va y avoir de gros élevages porcs à céder dans les années à venir, pyramide des âges. Quelle est votre stratégie auprès des éleveurs pour anticiper les transmissions et favoriser l'installation des jeunes, car la reprise des capitaux est XXL? Alors, merci Stéphane pour ta question. Et bon, c'est pas facile de répondre en quelques secondes, quelques minutes. Alors bien sûr, ça c'est vrai en porc, c'est vrai en volaille, c'est vrai en lapin. En porc, il y a beaucoup de capitaux. Donc c'est vrai que il y a vraiment des questions de fond sur la cessation de ces élevages. Et en plus, il y a malheureusement peu de jeunes qui s'intéressent à la production porcine. Et donc là, la stratégie, elle est clairement d'anticiper 5 ans avant, de faire des cadrages de projet pour voir est-ce qu'on va vers de la recherche de transmission, ou est-ce qu'on va vers l'arrêt du naissage, ou l'arrêt du nez. Donc il y a de nouveau des stratégies aussi vers des maternités collectives pour se dire est-ce qu'il ne faut pas arrêter le naissage parce que les bâtiments sont vieillissants, et repartir sur des maternités collectives pour avoir du porcelet, parce que faire de l'engraissement c'est bien, mais il faudra du porcelet pour mettre dans les bâtiments. Donc en fait il y a tout plein, et voilà, cette question-là, il n'y a pas que nous qui nous la posons, les opérateurs aussi. Et bon, là, je dirais, pour faire simple, il faut anticiper. Mais on n'a pas de stratégie proprement dit sur les capitaux, à part forcément des stratégies juridiques de transformation SCI. Donc là, on a aussi des outils juridiques pour éviter des trop grosses reprises de capitaux. Hein, donc au cas par cas, voilà, il y a des outils qui sont proposés, des stratégies qui sont proposées.
en fait, des stratégies qui peuvent être de dissocier la partie, on va dire, immeuble, hein, la partie patrimoine de la partie exploitation. Et du coup, ce qui rend des reprises sur les parties exploitation, production, plus réalistes pour des nouveaux entrants. Mais le problème sur le port, et voilà, il y a quand même des investissements qui n'ont pas été faits, qui ont été retardés. Donc en fait, si des jeunes reprennent, il y a des gros investissements de remise à jour à faire, et c'est ça qui pose question aussi sur ces ateliers. Emmanuel, on passe à la partie volaille. Donc au niveau de la volaille, donc forcément aussi, ça a été fortement perturbé par le Covid-19 et par un autre virus. Donc là, on n'est pas sur la peste porcine africaine, on est sur l'influenza aviaire. On a toujours des histoires de virus. Donc la production de dinde, production et consommation de dinde et de poulet ont été peu impactées hein, globalement, parce que la consommation à domicile a compensé la baisse en RHD. Et donc là, surtout le repli, il a été pour toutes les volailles festives, hein, donc le canard, le foie gras, la caille, les pintades, les pigeons. Au niveau des marges, donc les marges globalement en volaille standard, dinde, poulet sont assez stables. La baisse, elle est plutôt en canard. Alors la baisse, elle était déjà en 2019. On voit que les vides s'étaient déjà allongés avant, et donc le Covid a amplifié une crise qui était déjà sous-jacente en 2019. Et donc, on a eu deux effets. Hein. On a eu une baisse de la marge par mètre carré. On a aussi des éleveurs de canards qui ont fait du poulet à la place du canard avec des marges moins élevées au mètre carré. Au niveau du label, donc globalement, une stabilité hein, sur tout ce qui est poulet label, pintade label, hein, au niveau des éleveurs et même au niveau de la production. Hein. Par contre, au niveau du poulet bio, on a un effritement de la marge hein, depuis 2 ans, avec un équilibre offre-demande qui est plus compliqué. Et donc, vous voyez qu'on a quand même des niveaux de marge alors, en baisse de 6 € du mètre carré. C'est assez conséquent. Là, on n'est pas sur toutes les notions de marge, hein, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas sur des éleveurs spécialisés, on est sur tous les éleveurs, puisque la marge, on peut l'extraire pour tous les élevages. Donc, quand on parle de marge, on parle de tout élevage confondu. Donc, un mot sur le gavage. Donc, le gavage qui a été aussi très fortement impacté par le Covid. Donc, un maintien des marges par canard. Donc là, voilà, depuis 3 ans, on est sur des niveaux de l'ordre de 3,30 € par canard. Et une baisse, par contre, des rotations, des lots. Donc là, 2020, le chiffre de 20 ne reflète pas totalement la réalité, puisqu'on a des clôtures sur toute l'année. Les clôtures de décembre, on est plutôt sur des niveaux de lots de 18-19. Donc, globalement, une baisse de 2 à 3 lots en lien avec, évidemment, la fermeture des restaurants et en lien avec le Covid. Donc, globalement, alors, voilà, c'est toujours difficile de faire des EBE d'élevage volaille spécialisé, puisque ça regroupe à la fois du poulet, du canard, du label. Donc, on a une augmentation globalement de l'EBE par ETH, mais par contre, on observe un maintien du revenu disponible. Moi, je me l'explique, il y a eu quand même quelques projets en neuf, hein, volaille de chair depuis quelques années. Ces projets en neuf dégagent plus de BE par ETH, hein, parce qu'avec des niveaux techniques plus élevés et des dimensions par ETH plus élevées, mais comme il y a un niveau d'annuité assez élevé, eh bien le revenu disponible est stable. Donc en fait, et au niveau des investissements, donc il y a toujours des investissements quand même assez soutenus. Hein, voilà, tous les ans, c'est la volaille qui a le niveau d'investissement par ETH le plus important. Hein, et donc on est encore à 33 000 € par ETH. Hein, donc même si voilà, on commence à avoir un peu un tassement, hein, il y a moins de projets globalement. Voilà, il y a une période un peu je dirais, où il faut stabiliser un peu la production en attendant de voir un peu comment ça va évoluer. Hein.
Donc là, quelques mots pour 2021. Donc bon, forcément, la crainte, c'est aussi l'augmentation du coût alimentaire. Hein. Est-ce que les opérateurs vont pouvoir répercuter au niveau des GMS les augmentations de prix? Et ça, c'est dans un contexte aussi où la Pologne a des stocks très importants et met une pression très très forte sur le prix européen. Voilà, la Pologne, forcément, était exportatrice et sur des marchés restauration hors domicile, donc il y a beaucoup de poulets en stock et ça met une pression sur les prix au niveau européen. Voilà, et puis encore, ça y est, l'épisode d'influenza aviaire est passé, mais forcément, ça a eu un effet très très important dans le sud de la France, 5 millions de volailles qui n'ont pas été élevées. Et donc ça a des répercussions en Vendée parce que ça a des répercussions sur les repros, hein. Il y a un manque de poussins, de canetons, et puis ça a un effet plutôt bénéfique un peu sur les rotations parce qu'il a fallu compenser un peu cette baisse de production dans le sud de la France. Donc, je vois une question sur les poules pondeuses. Donc, je vois de plus en plus de projets en poules pondeuses et volailles de chair avec notamment des agrandissements. Moi, personnellement, je ne vois pas plus de projets qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans. Il y a des projets, mais pas plus. Forcément, en poule pondeuse, il y a les projets pour tout ce qui était en cage de repasser en système de volière et de système au sol. Hein, donc ça, c'est lié à la réglementation. Donc, on la Vendée est un peu concernée, mais c'est surtout la Bretagne hein, qui est concernée. En volaille de chair, il y a des projets en bâtiment neuf, mais je pense que ça se réduit. Voilà. Les projets étaient déjà engagés depuis 2-3 ans et les bâtiments se font aujourd'hui. Donc non, je ne constate pas cette tendance, moi, de mon côté. Et il y a une question, donc à quel moment vous avez constaté un changement de production des élevages spécialisés, passage canard en poulet, les aides régionales tendent vers ce type de changement de production? Alors en fait, on l'a constaté, enfin, il n'y a pas eu le choix, les éleveurs n'ont pas eu le choix, c'est qu'en fait, c'est soit leur bâtiment était vide, soit ils mettaient du poulet. Donc en fait, c'est pas par choix, c'est plutôt pour éviter que les bâtiments restent vides et qu'il y a des annuités à financer. Donc voilà, on l'a surtout constaté déjà un peu en 2019, hein, parce que comme je disais, la crise du canard, c'est pas seulement le Covid, c'était avant déjà une difficulté entre l'équilibre offre-demande. Les aides régionales, voilà, les PCAE, des PCAE spéciaux ont été mis en place pour moderniser, pour transformer les bâtiments, pouvoir faire d'autres productions. Donc ça, c'était le PCAE. Un petit mot aussi quand même sur l'aide 3 millions d'euros là, qui a été annoncée pour les canards, cailles, pintades, voilà. Donc ça, on y travaille en ce moment là et parce qu'il y a une attestation qui est demandée par au niveau des centres comptables. Donc là, par contre, juste une remarque, c'est que le critère des 30% est très élevé, est un critère assez exclusif. 30% de baisse, on a beaucoup d'éleveurs qui sont à 15, 20, 25% de baisse, ce qui est déjà énorme, hein, parce que 25% de baisse, c'est l'équivalent de leur revenu. Quelquefois, eh bien, 30%, c'est un montant assez élevé et assez exclusif. On a une autre question. Le coût des investissements freine-t-il les projets? Alors oui, bien sûr. Là, la question, elle est claire. Le coût des investissements, globalement, mais ça, c'est vrai pour toutes les productions, il y a un très fort enchérissement des coûts de bâtiment. Voilà. Donc, en lien avec… bon, là, c'est globalement au niveau mondial, les matières premières. Alors, il y a cet effet-là, et il y a aussi l'effet que maintenant, les bâtiments, voilà, systématiquement, il y a des fenêtres, systématiquement, voilà, il y a des systèmes qui sont demandés. Certains opérateurs partent aussi sur des jardins d'hiver, hein, donc des préaux extérieurs. Donc, ça fait augmenter les coûts de bâtiment. Et c'est un frein parce que derrière, forcément, ça augmente les coûts de revient des productions. Donc forcément, c'est bien sûr un frein au projet en bâtiment neuf. On va prendre peut-être une dernière question. Je vois qu'il va y avoir des questions en cours de rédaction. Enfin, je voudrais ajouter juste un petit mot sur la filière œuf, hein, vous avez dû voir, qui est très impactée par l'augmentation de matières premières. Et en plus, il y a globalement sur le prix de l'œuf,
c'est un contexte de surproduction. Et donc, voilà, c'est les premiers éleveurs qui ont été très, très touchés par l'augmentation du coût alimentaire. On sait que les éleveurs de volailles sont de plus en plus âgés. Y a-t-il un avenir de cette filière et maintenant des élevages à taille humaine? Bon, là, je dirais c'est à la fois une question et à la fois une remarque. Y a quand même, voilà, effectivement aussi des problématiques de transmission des élevages de volailles au jour d'aujourd'hui. Il y a des bâtiments à vendre. Mais par contre, il y a des installations, il y a des jeunes qui s'intéressent à cette production. Donc, il y a un dynamisme très, très important en volaille. Après, la notion d'élevage à taille humaine, voilà, je pense quand même qu'en Vendée, on est sur des élevages, on reste sur des niveaux assez modérés en taille d'élevage. Comparé, forcément, on parlait de la Pologne tout à l'heure, on parlait de l'Ukraine, où on est des installations de 20 000 m². Donc, voilà, c'est la notion, voilà, qu'est-ce qu'on entend par taille humaine. Emmanuel, je vais passer la parole à Arthur. Arthur pour le lait, donc merci, bonne fin de journée. Donc bonjour à tous. Donc Arthur Lova, donc comme Jean-Louis l'a si bien dit tout à l'heure, c'est moi qui vais reprendre l'animation de la filière laitière à la suite de Martine Poupard. Donc on va commencer par la production bovine et puis on passera sur la production caprine. Donc pour présenter rapidement les résultats, au niveau du coup en comparaison entre les clôtures du deuxième semestre 2019 et celles de 2020, on a globalement une stabilité du prix sur ces différents échantillons, puisque voilà, on gagne 1 euro au prix au 1000 litres et en revanche, on perd 1 euro en marge brute au 1000 litres. Globalement, ce qu'on observe, c'est un retour à la normale des prix en comparaison donc, entre ces deux semestres, puisque les prix payés début 2020 et fin 2020 compensent le creux qu'on a observé au cours du premier confinement. Donc globalement, malgré de fortes évolutions de marché sur 2020, on se retrouve sur l'atelier laitier bovin des marges brutes assez stables. Au niveau de l'EBE qui est dégagé, on a un recul de l'EBE d'environ 5 000 euros entre 2019 et 2020, qui s'explique donc plutôt par un effet culture, puisqu'on a eu des semis assez difficiles en 2019, qui vont impacter donc les récoltes de paille. Et donc, il semblerait que ce soit plutôt ça qui explique le recul de l'EBE sur nos exploitations laitières. Au niveau des annuités, on a plutôt des annuités qui sont en diminution. Comme on va le voir sur la diapo suivante. Et au niveau des prélèvements privés, on a plutôt une augmentation en lien avec une sortie progressive des capitaux, puisqu'on a un vieillissement des associés sur les exploitations laitières, avec donc des rachats de concurrents d'associés qui viennent en anticipement du remboursement. Donc, comme je le disais, au niveau des investissements, donc on a des stratégies d'exploitation qui sont assez hétérogènes, avec globalement un renouvellement qui diminue. Donc, on avait en 2019, en moyenne, environ 12 000 euros de renouvellement moyen sur une exploitation, alors que 2020, on est plutôt autour de 3 900 euros. Donc, on a un fort recul sur ce point-là. Mais on a toujours des extrêmes qui sont assez importants, avec notamment des investissements, quelques structures qui investissent beaucoup, autour de 60 000 euros par ETH. Notamment sur ces structures-là, on va investir sur des robots de trait, des robots d'alimentation et quelques projets en méthanisation. Pour la suite, je vais laisser l'intervention de Christelle et puis on reviendra pour les questions sur la partie bovine.
Alors, sur la partie lait bio, donc on a un volume moyen produit de 440 000 litres pour 80 vaches. Donc là, la recherche de rendement n'est pas le premier objectif. Hein. On est sur un rendement laitier moyen de 5 500 litres en moyenne par vache. On a une bonne valorisation du lait vendu qui s'est poursuivie avec un niveau de 482 € au 1000 litres dans un contexte de hausse des volumes collectés. Alors après, on est sur une recherche d'autonomie, une gestion économe, qui sont vraiment des priorités dans ces systèmes-là, et ce qui va se traduire derrière par un niveau globalement bas des charges opérationnelles. Alors sachant qu'attention, là sur la charge de concentré indiquée, ça regroupe à la fois ce qui est produit sur la ferme et les achats extérieurs. Donc on n'a pas le détail là sur le petit camembert. Et donc ça, c'est à mettre en lien avec la maîtrise technique du pâturage, évidemment, sur la gestion des prairies, tout ce qui est recherche d'autonomie alimentaire, la gestion des rotations, de l'assolement, etc. En termes de questions. Alors, en termes de questions, donc sur la partie, on va dire conventionnelle, donc la typologie des élevages, plutôt zéro pâturage ou mixte. Alors, on n'a pas forcément de typologie bien particulière, mais on constate quand même dans les exploitations qu'on est plutôt du mixte. Là-dessus, les exploitations zéro pâturage, on n'en voit pas spécialement énormément non plus. Donc non, on est plutôt sur une typologie mixte. Au niveau des chiffres, de combien d'élevages en bio, donc les calculs ont été faits sur à peu près une vingtaine d'exploitations. Donc une question, donc voit-on une tendance forte de conversion vers le bio en lait? Alors ça, je reviendrai dessus après sur la partie globale bio en termes de conversion. Sur l'année 2020, on a vu un ralentissement du nombre de conversions à partir du printemps 2020. Donc c'est vrai qu'après, en termes de contexte global sur la filière laitière, ça se calme un petit peu. Enfin, nous, de ce qu'on voit à notre niveau, ça se calme un petit peu les conversions en lait. Voilà, on est sur un contexte global où les laiteries n'accompagnent plus autant les conversions bio, ils accompagnent surtout les installations, les nouvelles installations. Et c'est vrai qu'ils ne vont plus forcément verser pour 2021 la prime conversion bio qui versait. Donc les laiteries vont moins accompagner les conversions bio sur 2021. Donc à voir l'impact que ça aura sur 2021 sur les conversions bio. Donc on a une remarque de Jean-Michel Benoît. Donc bonne nouvelle, si l'augmentation des prélèvements est associée à un prélèvement sur les comptes associés, cela répondra à la crainte des jeunes agriculteurs. Dans ce cas, s'il n'y a pas plus de questions, de toute façon, on pourra revenir après les caprins, mais on va passer juste à la deuxième partie. Donc sur la production caprine, ce qu'on observe, c'est des résultats très positifs, puisque sur les clôtures 2020, on a une augmentation de 27 € du prix payé au 1000 litres à 729 € les 1000 litres, avec on retrouve directement cet effet prix, on le retrouve directement dans l'augmentation de la marge brute au 1000 litres, puisqu'on a 29 € de plus de marge brute, sachant qu'on a des coûts de concentré qui sont assez stables depuis 2019, autour de 207 € les 1000 litres. Ce qui a pour but donc d'améliorer la situation financière des exploitations. Donc en termes d'exploitation caprine spécialisée, on note une augmentation de la taille moyenne des exploitations avec près de 583 chèvres en 2020. Au niveau de l'EBE plus salaire par UTH, on est à 69 000 €, soit une nette augmentation de 12 000 € par UTH et un taux d'endettement qui tend à diminuer. Donc on était à 62% en 2019 et là on est à 59,5% en 2020. Au niveau des investissements nets de revente, on a plutôt une stabilité autour de 24 200 depuis 2019. Donc, on retrouve vraiment l'augmentation du résultat dans le revenu des exploitants. Donc, on a une question. À quoi est due cette progression? À la forte présence des marques Eurial, voit-on une augmentation du cheptel en parallèle?
Cette question, elle est sur la partie bovine ou la partie caprine? Si on peut juste préciser. Sur la partie caprine. Alors, sur la partie caprine, on n'a pas les données en interne pour dire le nombre d'exploitants qui travaillent avec Eurial ou avec un autre partenaire. Donc, on ne peut pas répondre à cette question. C'est plus qu'on a un effet au niveau du marché national et international d'augmentation des prix sur cette production. Donc, tout de suite, on a toute la filière qui est tirée vers le haut avec une plus juste rémunération derrière pour les éleveurs. Donc, on a une nouvelle question. Que pensez-vous du souhait de la CAVAC de développer une filière ovin-lait? Alors là, pour moi, ça va être un petit peu compliqué de répondre puisque je viens tout juste de reprendre le dossier lait. Au niveau de... Ça risque d'être compliqué pour moi de répondre sur cette question-là. Ouais, je ne sais pas si on a d'autres questions sur que ce soit bovin ou caprin, sinon on va passer à la suite. On va peut-être passer du coup à la partie suivante, donc sur la partie viande bovine. Donc, Baptiste. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Lambert et je vais évoquer pour vous la filière bovin laitant. J'espère que le discours que je vais tenir là ne sera pas trop moralisateur, mais je pense que c'est un constat nécessaire qu'il est de tenue de réaliser pour tous. Il y a 5 ans, j'écrivais dans mes références annuelles, donc en 2015, que la filière bovin laitant faisait face à une ère de grands défis. Des défis sur le volet environnemental par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la protection de la ressource en eau, des défis sur le plan des évolutions sociétales en termes de bien-être animal, en termes d'évolution des consommations des consommateurs, mais également des défis sur la transmission des exploitations au regard du manque de rentabilité et des poids importants des capitaux. La semaine dernière, un observateur avisé et expérimenté de la filière me faisait part de cette réflexion. Depuis 1996, la filière a connu 3-4 bonnes années. 3-4 bonnes années sur 25 ans, cela fait très peu et explique le constat actuel, c'est-à-dire que les éleveurs manquent de perspective et que les élevages ne sont pas transmis. À titre d'exemple, les 3 derniers accompagnements de projets en termes de transmission que j'ai réalisés sont les suivants. La première exploitation, c'était un élevage d'un associé et des apprentis, 120 vélages. L'associé prend sa retraite, les vaches vont partir à la boucherie et les bâtiments vont être vendus à un éleveur à côté pour qu'il mette des animaux laitiers. La deuxième exploitation, c'était juste à côté, 120 vaches naissant engraisseurs, un associé, un salarié. L'associé prend sa retraite. Bonne nouvelle, le salarié s'installe, sauf que le salarié va garder uniquement 20-30 vaches pour valoriser les prairies, construire 2 bâtiments labels et retourner le reste des surfaces pour faire des cultures. Et enfin, le troisième élevage qui était un petit peu plus loin, nous avions 3 associés avec 180 vélages, 4000 m² de volailles. Les 2 associés prennent leur retraite. L'associé qui reste garde uniquement 20 vaches pour valoriser les prairies, garde la volaille et va retourner les surfaces pour faire des cultures. Au total, sur ces 3 élevages, ça fait 300 vélages de moins dès l'année 2021. Ce manque de perspective des éleveurs s'explique ou s'illustre par le faible revenu disponible. Aujourd'hui, un éleveur a un revenu disponible d'environ 1 200 € par mois, ce qui est bien faible. Durant l'année 2020, les éleveurs ont eu des signaux positifs.
la mise en place des états généraux de l'alimentation ont conduit à une amélioration de la valorisation des vaches depuis le mois de mai, des femelles, pour que la charolaise soit à peu près payée 4 € sortie élevage, ce qui fait une différence de 40 centimes par rapport à d'habitude. Mais durant l'année, ils ont également eu des signaux très négatifs en termes de prix du gibier, prix du broutard, qui sont tous les deux effondrés, et en ce qui concerne la réforme de la PAC. En effet, celle-ci va certainement conduire à une diminution des aides pour les éleveurs de bovins allaitants, alors qu'au départ, on pensait qu'elle serait plutôt bénéfique. Un éleveur aujourd'hui a 60 vaches, donc ça fait à peu près 60 aides à la vache, ça lui fait 9 500 € d'aide à la vache. Une diminution de 30 à 50% d'aide à la vache va conduire à une baisse du revenu disponible de 200 à 300 € par mois pour les éleveurs. Alors ça, c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère déjà que ce constat fait écho pour l'ensemble des acteurs de la filière et qu'il est partagé. Je pense qu'il est nécessaire de donner rapidement des perspectives aux éleveurs et que l'ensemble des acteurs doivent proposer des perspectives aux éleveurs, faire mieux que ce qu'il fait déjà actuellement. Le centre de gestion en premier, on doit être encore meilleur que ce qu'on fait sur l'aspect accompagnement stratégique des exploitants, sur être innovateur et proactif sur les volets juridiques et fiscaux pour accompagner au mieux les transmissions des exploitations. Mais je pense que l'ensemble des acteurs doit réaliser ce travail-là. Sinon, à horizon 10 ans, l'élevage des bovins allaitants en Vendée ne sera pas autant majoritaire qu'il l'est actuellement. Et je pense que c'est bien dommage car il y a des jeunes de motivés pour reprendre. Et qu'aujourd'hui, la production de bovins allaitants présente de nombreux bénéfices sur les plans environnementaux et répond à une attente du consommateur de manger de la viande bovine française. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute. Il y a une question en cours de rédaction. En termes de résultats sur les marges brutes, quelle que soit la race aujourd'hui et quel que soit le système, les charolais, les limousins ou les blonds, la marge brute est semblable d'une année à l'autre. C'est-à-dire que sur les charolaises, on est environ à 700 € par vache. Que pour les blondes, on est un petit peu plus à 800. Et que pour les gibets charolais, qui est assez représentatif, on est environ à 350 € de marge brute. Pour répondre à la question de Yannick, avez-vous commencé à travailler sur l'impact de la nouvelle PAC? Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le contenu de la nouvelle PAC, donc on ne peut pas calculer l'impact pour des exploitations aujourd'hui. Pour répondre à la question de Sébastien, a-t-on une idée du solde de production bovin-viande en France par rapport à la consommation en France et de la part des volumes importés en GMS? La part des volumes importés de viande bovine en GMS est plutôt faible, en dessous 25%. Et aujourd'hui, la consommation de viande bovine française sur l'année 2020 a augmenté de 3-4% dans l'année. Les consommateurs, en lien avec le Covid, se sont rapprochés des éleveurs français et donc ont privilégié la consommation de viande bovine française. Pour répondre à la question de Jean-Michel, aujourd'hui, le BE 2020 est dans la colonne tout à droite, c'est-à-dire qu'il est noté à 42 000 €. On observe qu'entre les années, depuis 2016, on aura pu rajouter 2015, le BE est entre 40 et 42 000 €, c'est-à-dire qu'il est plutôt stable. Et là, nous sommes sur le résultat partiel, donc l'échantillonnage n'est pas échantillonnage constant par rapport à l'année dernière. Donc, on aura certainement, avec les résultats définitifs, un EBE aux alentours de 40 000 € et un revenu disponible de 1 200 € pour un UTH.
Je vais lire la réflexion d'Éric Landreau. Merci pour ton constat, Baptiste. Je le partage à 200%, sachant qu'avec Eric, on ne travaille pas du tout sur le même secteur. Les élevages disparaissent au profit de surfaces en culture. Nous n'avons plus à reprendre les exploitations avec du cheptel. Et c'est aussi vrai en lait. Les partenaires bancaires ne suivent plus et ils ont peut-être aussi pas tort au risque d'envoyer les jeunes sans issue. Attends, peut-être une dernière question nouvelle question de Sébastien. Pensez-vous que la demande en circuit court est une bonne chose pour la production en viande bovine, mythe ou réalité? Effectivement, durant le confinement, la demande en circuit court s'est accentuée, même dans les références et les études de l'Institut de l'élevage ou Valbeuf, on voit que la part en circuit court augmente. Maintenant, pour des éleveurs, c'est quand même compliqué de vendre une majorité de leurs animaux en circuit court. Après, si je peux compléter, Baptiste, sur cette partie-là, c'est vrai que la partie, il y a des attentes du consommateur en circuit. Après, le problème pour le producteur, c'est bien la valorisation de l'ensemble de la carcasse. Et c'est vrai que le consommateur a beaucoup d'attentes, demande notamment du steak haché. Donc ça peut valoriser une partie de la viande, mais il y a des beaux morceaux, des morceaux neufs qu'il faut valoriser aussi à côté. Donc c'est vrai que ça, c'est une problématique de valorisation de carcasse globale. Et puis peut-être d'organisation de filière aussi, d'avoir des solutions en termes d'abattage. Donc il y a des choses qui commencent à bouger sur le département. On voit notamment un gros projet sur l'abattage à la ferme, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Il y a des vraies questions de fond par rapport à ça. Peut-être qu'on va prendre une dernière question, celle d'Emilien Bernard, EBE viande bovine. Et il y a tellement de différences en fonction de l'intensification du système fourrager et du système de production, tout simplement. On observe que les naisseurs ont un EBE inférieur au naisseur engraisseur, ou un EBE inférieur au naisseur engraisseur avec achat. Néanmoins, ce n'est pas le système qui fait l'EBE, mais plutôt la stratégie de l'exploitation à partir du moment où elle est bien mise en œuvre et pleinement. En termes de situation financière, Claude, on n'observe pas de dégradation. On est toujours à environ 60% de capitaux propres dans les exploitations. Il y a une autre question. Quel est l'impact du prix du JB et des baisses de produits céréales sur l'EBE? Aujourd'hui, là, on est sur des EBE d'exploitation spécialisée, donc une 20aine d'hectares de culture. Donc la baisse des produits céréales évoqués par Frédéric tout à l'heure n'a très peu d'impact. On a une remarque de Myriam Baron sur la partie commerciale est un autre métier, pas toujours facile à mettre en place, en plus de la charge de travail en bovin viande. Et puis ensuite, donc avec une baisse potentielle des aides-PAC et des prix qui ne progressent pas, comment dégager de la rentabilité et donc une capacité de prélèvement privé? Je pense que c'est plus une remarque qu'une question, parce que forcément que si les aides-PAC diminuent, le revenu des éleveurs diminue et que si on n'a pas de perspective, ça sera compliqué pour les éleveurs demain. On va passer à la partie agriculture bio. Estelle. Alors, sur la partie agriculture biologique, alors je vais vous donner des notes un petit peu plus optimistes et positives. En termes de conversion bio, donc déjà sur la région Pays de Loire en 2020, donc on a une dynamique de conversion bio qui se poursuit.
Donc là, on a des chiffres. Alors, c'est des estimations faites par le réseau bio, donc la CAB, qui est la coordination agrobiologique en Pays de Loire à partir des données publiées par l'agence bio notamment. Donc, on n'a pas encore les chiffres définitifs, ils seront définitifs sur l'été 2021. Donc, sur la région Pays de Loire 2020, on est à plus 430 fermes, ce qui représente un peu plus de 25 000 hectares. Et donc, au total pour la région, donc on est aujourd'hui à 4 000 fermes passées en bio, ce qui représente 240 000 hectares, soit 11,5% de la SAU régionale. Donc là, un petit focus sur les données de la Vendée. Donc sur 2020, on est environ à 80 fermes passées en bio, ce qui représente 4 700 hectares. Donc au total pour la Vendée, on arrive à 740 fermes, soit plus 15% des fermes par rapport à l'année dernière. Et donc un peu plus de 49 000 hectares, ce qui fait 10,5% de la SAU vendéenne. Alors ensuite, si on regarde Acer France Vendée, donc là, c'est les données qu'on a au 1er janvier 2021. Donc en termes de nombre d'adhérents, on est à 284 fermes bio, Acer France Vendée. Donc avec une évolution qui se poursuit. Donc en 2018, on était à 224 fermes, 2019, 261. Donc pour arriver à 284 fermes en 2020. Donc on a une dynamique toujours présente dans les projets de conversion bio, mais comme je le disais tout à l'heure, ça a été ralenti depuis le printemps 2020 en nombre de fermes. Alors en termes de raisons, certainement le contexte sanitaire particulier en 2020, mais aussi, on viendra dessus tout à l'heure, un contexte global, filière bio et marché aussi, qui peut avoir un impact aussi sur le nombre de conversions bio. En termes de surface globale, Acer France Vendée, ça représente environ 25 000 hectares, avec une proportion des surfaces en conversion bio qui baisse. Alors, voici une carte en termes de répartition de ces fermes sur le département. Donc, on retrouve le secteur sud avec un nombre important de conversions bio chez les céréaliers. Et ensuite, des secteurs bio historiques à l'est et au nord du département, en lien également avec la dynamique bio des départements voisins, donc le 44 et le 49. Ensuite, en termes de diversité, donc, dans ces fermes, donc, on retrouve la diversité qu'on a sur les productions vendéennes, donc une grande diversité. Donc là c'est exprimé en pourcentage sur les fermes qui sont en bio total. Donc toute activité en bio sur la ferme. Donc les systèmes de production sont toujours, comme je le disais, d'une grande diversité. Donc on a 30% des fermes qui sont en élevage bovin, que ce soit lait ou viande. Une production de volaille est en place dans presque 40% des fermes, si vous reprenez les différentes parties du graphique sur la partie volaille. Et donc les cultures de vente sont majoritaires dans 40% des cas, donc le nombre des fermes céréalières bio continue de progresser sur la Vendée. Alors ensuite, un petit point d'actualité et de perspective pour 2021. Donc déjà en ce qui concerne le marché et la consommation. Donc en 2020, le marché a continué son développement. On est sur une filière qui cherche à se structurer. En termes de consommation, donc comme ça a été évoqué, donc la consommation a été accentuée par le confinement, avec une progression des ventes en GMS, en magasins spécialisés, ce qui a globalement compensé la baisse du débouché RHD. Mais on a quand même des secteurs qui ont été très impactés par le contexte sanitaire 2020, mais pas qu'en bio, conventionnel aussi, notamment le vin et la bière. Donc, pour 2021, l'enjeu sera de maintenir les équilibres sur l'ensemble de la filière bio, avec de nouveaux opérateurs qui arrivent sur le marché bio. Et en termes de consommation, les perspectives de croissance sont plutôt positives, comme le montre la dernière étude de l'agence bio, ce qu'on appelle le baromètre de consommation, le 18e baromètre qui est sorti récemment. Donc voilà pour ce qui concerne le marché et la consommation. En termes de conversion et d'installation, donc on va plutôt sur un ralentissement ou un décalage des projets de conversion bio pour les systèmes qui sont déjà en place pour lesquels il n'y a pas d'installation. Par contre, on est sur une hausse des conversions bio qui sont liées à des installations. Et sur les projets d'installation directement en bio, les projets sont plutôt nombreux. Juste pour rappel, en 2020, les installations donc JA aidées bio représentaient quand même un tiers des installations aidées.
donc ce qui commence à faire une partie importante des installations. Et ensuite, en termes de transmission, là aussi, il y a des enjeux. Sur les fermes bio, voilà, sont aussi concernées par cette problématique-là, donc pour céder les fermes pour les années à venir. Sur la partie aide, donc ce qu'on peut dire sur les points importants à venir là, pour 2021-2022, donc on a l'aide à la reconnaissance bio qui a été validée pour 2021-2022, financée dans le cadre du plan de relance et qui prend le relais de l'aide au maintien bio qui avait été supprimée en 2020. Donc ça, c'est un point important pour les producteurs qui étaient passés en maintien bio. Le crédit d'impôt bio est reconduit jusqu'en 2022, cumulable avec le crédit d'impôt HVE3. Ensuite, donc, dans le plan de relance, les producteurs bio sont concernés aussi par tout ce qu'il est possible de réaliser en termes d'investissement sur différents projets, que ce soit végétal, animal. On retrouve par exemple des projets qui n'étaient pas finançables avant, comme les boviducs qui peuvent être financés. Après, tout ce qui est plantation de haies, foresterie, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, les enjeux sont importants par rapport à la future PAC en 2023, évidemment, avec des nouveautés annoncées pour la bio, notamment donc, une agriculture biologique qui sera intégrée dans les éco-régimes du premier pilier. Et sachant que la Commission européenne fixe quand même un objectif de 25% de surface en bio en Europe en 2030. Donc, à voir ce que ça va donner pour la future PAC en 2023, quel va être le contenu par rapport à l'agriculture biologique. Et dernier point concernant les évolutions réglementaires, donc c'est assez significatif au niveau national, notamment sur l'utilisation des effluents d'élevage, la mise en conformité des bâtiments ports également, et puis le logement et la sortie des jeunes ruminants, notamment les veaux. Et puis à noter aussi l'entrée en vigueur de la future réglementation européenne en 2022. Voilà ce que je voulais vous dire en synthèse sur la partie bio. Alors, je vois qu'il y a des questions. Il y a une question. Les distributeurs GMS ont pris le bio comme nouveau outil de communication et surtout de promo. Voit-on un impact pression sur les prix d'achat des produits agricoles bio? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, à notre niveau, pour l'instant, on voit pas l'impact. Les acteurs historiques bio sont bien dans une logique de maintien des prix, mais c'est bien toute la problématique filière qui se pose aujourd'hui. C'est que même avec l'arrivée de nouveaux opérateurs et la prise en main aussi des GMS et le poids qu'elles peuvent représenter sur cette filière bio et la valorisation des produits, il va falloir donc pérenniser cette filière et pouvoir garantir un prix qui reste rémunérateur aux producteurs. Donc voilà, on arrive un peu à un tournant en termes de marché et de développement de filière, parce qu'il y a plus de volume aussi. Donc voilà, c'est un peu le point d'interrogation pour la suite. Je n'ai pas malheureusement tous les éléments pour répondre à cette question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie bio? Sinon, je vais dire un petit mot sur les circuits courts. Bon, je continue, les questions pourront arriver après. Donc, juste un petit focus sur les circuits courts, alors sachant que ça ne concerne pas que la partie agriculture biologique, évidemment. Alors, c'est vrai que chez les adhérents qu'on a en bio, c'est quelque chose quand même en termes de projet qui se pose régulièrement. Il faut savoir qu'on a à peu près la moitié des producteurs qui sont en bio, qui font de la vente directe ou qui s'intéressent à la vente directe ou au circuit court. Donc, ça représente quand même une part importante des producteurs bio, mais ça concerne bien évidemment la partie conventionnelle également. Alors, quelques éléments clés pour 2020. On était déjà sur une attente sociétale de fond qui était importante sur ce point-là, qui a été accentuée évidemment par le contexte de confinement. Donc, sur 2020, on a eu une augmentation de la fréquentation des points de vente de proximité, le développement du drive, du e-commerce. Donc, en termes de perspective après pour 2021, ce qu'on commence à voir à notre niveau, c'est une hausse des projets de transformation et de vente directe, donc au niveau de la production, des producteurs. On a aussi des candidats à l'installation qui sont de plus en plus tournés sur des projets en circuit court. Donc, ça, c'est des éléments quand même qui sont importants pour cette filière-là. Après, en termes de consommation, donc on a vu un changement important de comportement du consommateur. Donc la grande question, c'est est-ce que ça va se faire dans la durée? Est-ce que le consommateur va perdurer et continuer sur ces modes de consommation-là? Voilà, à voir
comment ça va évoluer. Alors, on a une question, pardon. Est-il toujours possible au sein d'une exploitation de mélanger des ateliers bio et conventionnels? Exemple, volaille bio et conventionnel pour les cultures. Ou faire deux sociétés? Alors oui, tout à fait, la mixité est autorisée sur les fermes bio. Donc là, on n'est plus sur des notions réglementaires, mais c'est tout à fait possible de pouvoir avoir un atelier en bio et un atelier en conventionnel sur la même ferme. Par contre, il ne faut pas qu'il puisse y avoir de mélange. Donc après, là, c'est l'organisme certificateur qui va intervenir. Mais on ne peut pas faire, par exemple, du blé bio et du blé conventionnel sur la même ferme. Il faut que les espèces, que les variétés puissent être distinguables à l'œil nu. Après, s'il y a des enjeux, alors plus d'un point de vue juridique ou fiscal, on peut aussi faire deux sociétés différentes, mais ça ne sera pas sur des notions réglementaires. Et du coup, un petit complément de question. Et pour la fumure bio sur du conventionnel? Oui, alors on peut bien sûr, alors là la question se pose aussi sur la paille, enfin sur différentes choses, donc on peut apporter donc des fumures bio sur des terres conventionnelles. Et d'ailleurs, cet apport de matière organique devient un enjeu important pour les filières, notamment pour ceux qui n'ont pas d'atelier d'élevage sur leur ferme. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, on peut utiliser des fumures conventionnelles. Par contre, donc, il y a la notion de lien au sol qui est importante dans le cahier des charges bio et la notion d'élevage industriel. Donc, on ne peut pas utiliser des effluents d'élevage industriel. Donc après, qu'est-ce qu'un élevage industriel? Donc ça, c'est des choses qui sont en train de bouger aujourd'hui au niveau réglementaire. Donc pour le moment, ça va concerner uniquement les gros élevages, donc notamment porcs poules pondeuses, enfin les élevages de porcs qui sont sur Kéligotis notamment. Mais c'est des choses qui vont se durcir en fait dans les années à venir. Donc voilà, il faut être prudent sur ces choses-là, mais pour le moment, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, également en termes de compostage. Donc ça, pareil, c'est des notions très réglementaires et quand il y a le moindre doute, il faut faire le point avec son organisme certificateur. Il y a une question en cours de rédaction. On va attendre juste quelques instants. Alors, on a une remarque, question. Entre l'envie et la réalisation d'achats, à la fin des courses, c'est quand même le porte-monnaie qui a le dernier mot. Alors, est-ce que c'est une remarque qui concerne le bio ou la vente directe circuit court? Ou les deux? Alors, le bio principalement et le label. Alors après, ça, voilà, ça dépend de chaque consommateur aussi. Ce qu'on voit globalement, c'est que la consommation du bio se développe et donc il y a de nouveaux consommateurs. Alors bien sûr, ça ne répondra pas forcément aux attentes de tout le monde et de tous les consommateurs, mais le développement reste très important, très dynamique sur la partie bio. Et on voit notamment des jeunes consommateurs. Ça ne touchait pas forcément les jeunes en fait, les plus basses tranches d'âge. C'est des nouveaux consommateurs qui arrivent. Je vous invite à consulter la dernière étude faite par l'agence bio, donc le 18e baromètre de consommation. Il y a des choses qui sont intéressantes dans cette étude et vous pouvez la consulter. Elle est disponible directement sur le site de l'agence bio. Peut-être prendre une dernière question avant de poursuivre. Avec une remarque. Donc ça dépend également où on met les priorités. Pardon. Voilà, tout à fait. Après, chacun est libre de faire ses choix et d'acheter comme il l'entend. Bien. Merci Christelle. Donc, je vais laisser la place donc, à Paul sur la partie énergie. Merci à tous. Donc, bonjour, Paul Coco, référent énergie sur Serre France Vendée. Je vais vous présenter des résultats sur la méthanisation et sur le photovoltaïque.
Donc, Serre France Énergie et Serre France au niveau national suit les résultats en méthanisation depuis un moment. Cette année 2020 a permis de faire un travail sur un échantillon assez conséquent de 101 unités en cogénération. Donc aujourd'hui, on a des résultats sur la cogénération. On n'a pas pu avoir de résultats sur l'injection biométhane. On devra les avoir à la fin de l'année avec un nouvel observatoire pour 2021. Donc c'est un échantillon assez conséquent et correspondant bien à l'ensemble des installations qui existent sur le territoire. On a à peu près un tiers des installations qui sont en démarrage croisière et accroissement pour chaque partie, avec un nombre encore un peu plus important sur l'accroissement par rapport aux deux autres catégories. Donc, accroissement de l'activité en puissance de méthanisation en cogénération. Et puis, on a une bonne représentativité aussi des catégories de puissance, hein, parce que vous voyez qu'on démarre sur les puissances assez basses, 50-100 kW électriques installés, qu'on nomme micro, mini cogénération selon les vocabulaires. Et puis, on va même jusqu'à des très grosses puissances. 1500 kW électriques, ça représente 1,5 MW installés en puissance électrique. Donc, ce qui est intéressant de voir, et ce qu'on voulait vérifier sur la rentabilité de la filière de méthanisation, c'est que la part d'unités en accroissement démontre une forte vitalité de la filière et cet accroissement est permis de notre point de vue selon trois points importants. Assez souvent, on a une dimension initiale des ouvrages qui est un peu plus élevée que nécessaire pour anticiper ces accroissements et surtout pour se sécuriser sur les premières années qui sont difficiles. Et puis, assez souvent aussi, on constate une meilleure qualité du gisement par rapport à ce que on estime au démarrage. Souvent, on est sur des projets dans des démarches assez prudentes, au moins sur le réseau Serre France Énergie. Et puis, il y a souvent des mises en œuvre d'opportunités, des gisements qui s'offrent dans le territoire juste à côté de l'unité qui s'est créée. Donc, le fait d'être connu permet d'avoir des propositions de matière. Et puis, enfin, le troisième point le plus important, c'est une optimisation de la conduite de l'unité parce qu'on doit apprendre son métier. Mais une fois qu'on a maîtrisé son métier, on est capable d'utiliser avec les mêmes caractéristiques de puissance et de dimension, de passer plus de matière ou de mieux la valoriser et donc d'augmenter en puissance. Alors, on a une catégorie qui est fortement représentée, les 250 kg, qui sont les unités qui sont les plus optimisées à la création. Donc, souvent, quand on avait cette capacité, on montait à 250 kg. Et ce qui dépasse cette puissance de 250 kW électriques représente des unités qui ont augmenté par accroissement successif et pour monter parfois jusqu'à 1500, c'est-à-dire 1 méga 5 watts électriques installés. Alors, donc, l'investissement est assez variable. Hein. Vous voyez, 7500 à 9800 kW électriques installés. Il est en cohérence avec le potentiel économique. On a plutôt des différenciations par les stratégies de projet et le lien avec son territoire. Trois grands points. On a des projets qui ont été montés avec ou sans subvention, donc des fonds publics qui présentent un intérêt de créer des fonds propres qui sont sollicités par les banques. Mais ces subventions, selon les territoires et les régions, apportent des exigences parfois importantes. Donc, ces exigences supplémentaires, à travers des cahiers des charges culture, des valorisations chaleur, peuvent entraîner une augmentation de la puissance, une augmentation de l'investissement pour la même puissance. Donc, certains ont fait des choix de ne pas aller chercher les subventions. Depuis 2-3 ans, on voit ça notamment au Pays de la Loire, de ne pas aller chercher les subventions pour rester sur des investissements plus petits. Il y a aussi le point du dimensionnement qu'on se fixe et de la technologie, hein, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Parfois, il y a un surinvestissement initial pour préparer le développement ultérieur. Et puis, selon la stratégie des porteurs de projets, on peut avoir aussi un investissement un petit peu plus important que sur le projet de même puissance qu'on rencontre ailleurs, dans une recherche de sécurisation par les équipements qui permettent de sécuriser le fonctionnement, notamment sur la période de démarrage. Et puis, le troisième point, c'est ce que j'ai nommé les périphériques. Donc, c'est tout ce qui est investissement
qui n'est pas le cœur du process de méthanisation. Quand on va développer une valorisation chaleur, il faut des équipements. Parfois, on a besoin de créer un site complet pour stocker les intrants, donc à travers les plateformes et les silos, on peut avoir des variations d'investissement aussi. Et puis, au niveau des matériels, il y a besoin d'aller pendre un digestat qui est une matière différente. Et parfois, on passe de matière entrante solide comme des fumiers à un liquide qui est le digestat, donc qui nécessite des nouveaux matériels. Et puis, des matériels nécessaires aussi parfois pour les transports. Donc là, il y a des choix stratégiques des porteurs de projets, soit en investissement en propre, soit en délégation de services à travers les entreprises de travaux agricoles ou à travers les CUMA dans lesquels vous êtes adhérent. Et puis enfin, si on peut avoir des valorisations importantes sur les fermes, valorisation du fumier, créer des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui n'existaient pas auparavant, vente de chaleur ou utilisation de la chaleur sur des bâtiments, par exemple volailles, ou vente de digestat, ou proposer des services d'épandage à d'autres que pour la méta. Voilà, quand on a ces valorisations-là sur les fermes, on peut aussi se permettre de monter un peu les investissements. Et donc, c'est un équilibre global qui est retenu. En synthèse un petit peu de tout ça, c'est qu'on a quand même une rentabilité confirmée. Ce qu'il faudrait que vous reteniez, c'est qu'il y a une variation très forte des résultats à l'intérieur de chaque catégorie de puissance, un peu entre les catégories de puissance, mais surtout à l'intérieur de chaque catégorie de puissance. Et donc, je vous ai donné des montants repères et puis 3 exemples pour vous fixer les idées, parce que sinon, on a un petit peu de mal à découvrir ce qu'est la méthanisation. Donc, vous voyez que sur un EBE, on est sur une fourchette assez resserrée de 800 à 950 € par kilowatt électrique, toute installation confondue, toute puissance. On a des résultats qui sont plus variables, de 120 à 270 € par kilowatt électrique, donc du simple au double. Et on a des trésoreries en moyenne qui peuvent aller presque du simple au triple, de 125 à 310 € du kilowatt électrique. Je l'ai décliné là en 3 exemples, 150, 250 kg et 650 kW électriques. Pour vous donner un autre repère aussi, on considère que pour tenir une installation de 250 kW électriques, il faut un UTH à plein temps en termes de suivi et d'alimentation de la méthanisation. Un 150 kg, pour vous donner des repères encore une fois, mais il y a des très fortes variations. En EBE, on est à 140 000 € de moyenne avec, vous voyez, une variation de 60 à 215 000 €. On a des résultats, des trésoreries de 40 à 46 000 € avec des très fortes variations de résultats et de trésorerie, puisque la trésorerie, il y a même des situations de trésorerie négatives selon la situation du moment de l'installation de l'unité, à des résultats de trésorerie extrêmement importants, près de 100 000 €. Et puis, on va décliner un petit peu les mêmes choses sur les 2 autres exemples, 250 kg, un EBE quand même très conséquent, et un résultat, un trésorerie en moyenne disponible de 60 à 65 000 €. Et puis, quand on est sur un 650 kW électrique, on a des résultats qui peuvent monter de façon très conséquente et une trésorerie disponible de 80 000 €. Sur les puissances 250 et 150 kg, les charges de main-d'œuvre des salariés et des gérants sont toujours intégrés. Donc, ce sont des résultats disponibles pour les gérants nets de rémunération du travail. Donc, il faut que vous reteniez qu'il y a donc cette très forte variation à l'intérieur de chaque catégorie et les clés du succès pour obtenir les résultats de la médiane ou au-dessus de la médiane, c'est d'approfondir son projet et de s'impliquer dans la construction de son projet. Passons au photovoltaïque. L'actualité photovoltaïque, c'est que les premières centrales créées en 2009-2010 arrivent bientôt au terme des échéances de prêt et on va avoir donc des excédents de trésorerie à traiter. Donc ça, vous avez déjà dû aborder cette question si vous avez déjà fait vos remises sur vos installations photovoltaïques avec votre conseiller. C'est quelle utilisation de la trésorerie disponible? Est-ce qu'on est sur des perspectives de transmission à sa famille, par exemple, ou conserver ses excédents de trésorerie pour sa retraite? Souvent, c'est quelque chose qui a pu être pensé dès la création de l'unité. Donc, c'est intéressant de refaire le point de comment utiliser cette trésorerie pour compléter sa retraite. Peut-être qu'il y a des supports financiers, donc une discussion peut-être sur
des considérations de patrimoine à mettre en place. Et puis, on va avoir d'autres stratégies de fonctionnement, de financement qu'on va mettre en place si on veut placer, devenir investisseur, tiers investisseur sur d'autres projets sur son territoire, par exemple. On voit qu'en méta, par exemple, certains utilisent ces excédents de trésorerie potentiels pour aller investir sur des projets de méthanisation. Et puis, on peut aussi penser utiliser cette trésorerie pour financer ces projets professionnels, agricoles ou artisans ou commerçants. Donc, c'était une question à se poser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans encore sur ces catégories de centrales. Et puis, pour tous ceux qui vont venir au terme d'échéance de prêt, pour les centrales qui ont été créées sur les années suivantes. Sur les projets de création à venir, l'actualité, c'est les futurs tarifs qui devraient devenir plus attractifs. Les futurs tarifs doivent sortir au trimestre 2 et ils se confirment comme intéressants. Je l'ai mis sous forme de point d'interrogation, mais déjà, on a la confirmation en off que le tarif qui va passer du seuil de 100 maximum en obligation d'achat à 200 à 500 kg en obligation d'achat. Donc, cette catégorie de puissance va bénéficier d'un tarif de 9,8 centimes d'euros par kilowattheure vendu. Et puis, donc, globalement, on devrait trouver une hausse de rentabilité probable puisqu'on est sur une dilution des investissements par rapport à la puissance qui devrait dégager des soldes de trésorerie intéressants si c'est bien positionné. Et puis, l'élément peut-être moins intéressant sur la consommation électrique, c'est qu'on va sur des perspectives de 3 à 5% de hausse du prix par an qui vont continuer. Sur les années passées, on était parfois même à 5 ou 7% de hausse annuelle, ce qu'avait déjà prévu l'ADEME, et on est toujours sur cette tendance. Il faut retenir de cet élément, c'est qu'on va vers la parité réseau. Donc, c'est assez simple, cette notion. C'est quel est le prix auquel les courbes vont se croiser sur l'augmentation de la prix d'électricité. Donc, qui est la courbe en jaune, prix d'électricité qui augmente, prix d'électricité que vous consommez, en parallèle, ou en comparaison au prix de revente de la production photovoltaïque en vente sur le réseau aux fournisseurs d'électricité ou à EDF, obligation d'achat. Et donc, on peut dire que on a atteint le même prix en 2020 en moyenne sur l'ensemble des situations. Alors, parfois, certains n'y sont pas tout à fait, mais d'autres y sont depuis déjà 2019 ou 2018. Donc, ça m'amène à la conclusion sur l'autoproduction. C'est le moment de se pencher et de s'y lancer. Et pour ça, il faut bien connaître ces courbes de consommation sur vos entreprises pour pouvoir vérifier que la production photovoltaïque que vous allez installer va correspondre à vos besoins. L'autre élément important, c'est quel est le prix réel qui va être effacé sur ma facture. C'est un prix qui est très différent de la facture annuelle divisée par les kilowattheures consommés dans l'année. C'est pas du tout ce chiffre-là. On va être sur peut-être des moyennes en général sur les exploitations de 11 à 12 centimes consommés, et le prix réel effacé, quand on regarde les cas d'autoproduction, on va se situer entre 8 et 15 centimes de prix variable effacé. Donc, pourquoi on doit regarder ça? Parce que vous voyez, la courbe de consommation électrique est très variable dans la journée. Il se peut qu'elle soit d'ailleurs basse au moment du milieu de la journée. Et puis, il faut la comparer à la production photovoltaïque qui va être assez basse, qui va démarrer entre 7 et 9 heures et qui peut avoir son pic au moment de la mi-journée. Et on peut, si les courbes ne correspondent pas, avoir un excédent de production. Donc, ce n'est pas forcément embêtant, mais on va dire que cet excédent de production, on va plutôt essayer de vendre sous forme de surplus dans le cadre du contrat tarif obligation d'achat des ventes de surplus à EDF. Et ces tarifs aujourd'hui sont assez faibles. Et donc, il faut vérifier quelle est la part d'excédent de production qui est vendue à ce tarif un petit peu faible par rapport au prix qui va être effacé sur votre facture. Donc ça, c'est un travail qui permet de bien dimensionner son installation et de ne pas rechercher la dimension maximale, mais une dimension optimisée.
Voilà, donc ça, c'est un travail qu'on fait depuis maintenant 1 an, 2 ans avec les conseillers énergie. Donc, je vous incite à regarder ça chez vous. On en est au tout début, mais c'est parti pour très longtemps, puisqu'on va effacer en moyenne plus de valeur consommée qu'on va avoir de tarifs de vente aidés à l'avenir. Voilà, j'en ai fini sur ces 2 activités. Alors, si vous avez peut-être des questions. Alors, on va peut-être prendre la question sur le photovoltaïque. Hein, je pense qu'il concernait le tarif de rachat. Donc, il y avait une question 2,80 ou 9,80. Je pense que c'est le tarif de rachat au niveau des projets là. Oui, alors le tarif de rachat, donc je parlais de la puissance de 100 à 500 kg qui va être créée à partir de ce nouvel arrêté tarifaire. Ça sera bien 9,80, donc 9 centimes 80 par kilowattheure vendu. Ensuite, il y a 2 questions sur la méthanisation. Donc, sans avoir présenté de chiffres sur les systèmes à ingestion de gaz, peut-on penser à des résultats similaires et quel devenir avec la réduction du rachat du gaz? Alors donc sur l'injection biométhane, aujourd'hui on a des résultats, on va dire, qui ne sont pas sur l'observatoire, mais on a parce qu'on suit les projets. L'injection biométhane, grossièrement, avait une nécessité de dimension plus importante, beaucoup plus importante que la cogénération, mais globalement elle était beaucoup plus rentable puisqu'il fallait avoir un tarif attractif. Elle dépend aussi beaucoup de la distance au réseau, puisqu'on avait des coûts de raccordement au réseau qui pouvaient être parfois très importants, même s'il y a eu des aides très conséquentes pour réduire ces tarifs. Et puis pour ce qui est des résultats probables des projets qui démarrent depuis le changement tarifaire qui a eu lieu en novembre 2020, donc on a une réduction assez conséquente du tarif de rachat du biométhane. Donc là, il y a des éléments à reconstruire pour avoir des projets qui fonctionnent bien. Mais en méta, depuis 10 ans que je suis ça, on a toujours eu des événements de réduction des tarifs qui se sont succédés ou d'autres contraintes, par exemple réglementaires, qui sont arrivées. Et à chaque fois, la filière a rebondi et il est probable qu'on trouvera aussi des solutions. Une des possibilités pour bien réussir ces projets de méthanisation en injection de biométhane, c'est de continuer à bien les travailler en profondeur et puis de bien comparer les propositions des constructeurs pour faire jouer cette concurrence sur les tarifs, par exemple. On a une autre question. Que pensez-vous de la micro-méta 22, 33, 44 ? 22, 33, 44. Oui, alors ce sont des installations très, très simplifiées. On a assez peu de marge de manœuvre sur la microméta. Les résultats qu'on a aujourd'hui sont moyens, mais là encore, ça peut évoluer. Disons que la microméta est en dessous de nos catégories de petites méta que je vous ai présentées tout à l'heure. Et plus on est petit, moins on a de marge de manœuvre, et donc il faut être beaucoup plus précis. Et c'est des puissances qui sont assez peu développées, mais qui nécessitent des investissements beaucoup plus petits. On va peut-être passer aussi à une autre question avant de prendre une question sur le photovoltaïque, une question sur la méta. As-tu des notions de temps de travail avec les méta existantes? Alors, sur les méta existantes, effectivement, les résultats sont très favorables pour ceux qui passent beaucoup de temps. Donc, ça, c'est un petit peu comme dans les productions agricoles classiques, hein. Mais c'est la notion que je vous ai avancée, hein, 250 kg un UTH. Et on va dire que entre 150 et 250 kg, on va avoir à peu près les mêmes notions de main-d'œuvre. On peut y consacrer un UTH. Quand on est sur des systèmes assez simples en termes de matière et de fonctionnement, mais si on va sur des réceptions de matière particulières avec des qualités méthanogènes très intéressantes, mais qui sont hétérogènes et donc ont besoin d'être vérifiées avec des analyses, avec le contrôle de corps étrangers dedans, on peut y passer un peu plus de temps. Voilà, donc il n'y a pas de vérité toute faite là-dessus. Ça dépend du temps à consacrer au gisement aussi.
Une nouvelle question sur la méta. Pour la méta, les formules d'appro, Civ, maïs et autres sont-ils bien balisées? Les formules d'appro, je ne comprends pas trop ce que ça signifie. Peut-être sur à quoi correspondent ces matières. Les matières entrantes. Alors, la qualité méthanogène, c'est peut-être ça. La qualité méthanogène des cives, des maïs, des ensilages d'herbes sont des matières qui sont bien maîtrisées, qui sont bien connues. Donc là, il n'y a en général pas de surprise. Avec nos références, on arrive à bien positionner la qualité méthanogène du gisement. Il y a une attention à porter sur les taux de matière sèche, des choses comme ça, mais globalement, avec une analyse assez simplifiée, on peut les obtenir. Par contre, c'est vrai que sur des matières plus déchets agroalimentaires, parfois il y a des il y a des variations saisonnières ou annuelles qui peuvent jouer. Et à ce point-là, on joue la prudence. Voilà. Par contre, tout ce qui est déchets agroalimentaires classiques, comme les issues de céréales, des choses comme ça, on arrive assez bien à les déterminer quand on a la qualité, quand on a la matière et qu'on en fait l'analyse. Et pour ce qui est des effluents d'élevage, ce sont des matières assez bien connues aussi. Donc ça dépend relativement du taux de matière sèche. Donc à travers une analyse assez prudente et sérieuse, on arrive à bien déterminer les gisements. Sur le photovoltaïque, on a eu une question de M. Briffaut. Quel est le coût du wet-crête installé à ce jour? Alors sur les installations qui vont dépasser 100 kg, dernièrement j'ai fait une 200 kg ou des 250 kg. On va être sur une installation montée proche de 0,9, 1 euro du watt-crête. Après, quand on est sur des installations, sur des bâtiments déjà existants qu'il faut équiper, on peut monter à un 20, un 25 parce qu'il y a besoin de renforcement du bâtiment, par exemple. Et quand on va monter dans les puissances, le coût d'investissement ramené au watt-crête, on peut sans doute s'attendre à une diminution. Et puis le photovoltaïque, on le voit depuis le début, depuis une dizaine d'années, on a des baisses de coûts au watt-crête installé. Par contre, il faut, il faut plutôt s'attendre à des réductions de coûts assez fortes au-delà de 100 kg. Pour les moins de 100 kg watt-crête, on aura sans doute des diminutions un peu plus faibles que dans les puissances plus élevées. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des questions, Emmanuel. On a fait le tour. Il y a une question de Stéphane Landreau. Avez-vous des retours du Digesta sur la vie du sol? En fonction des matières apportées dans la méta, on peut entendre saturation du sol ensuite. Alors ça, c'est la grande question depuis le début. En fait, il y a une idée de perte de carbone de retour au sol. C'est la question générale. Dans les systèmes où on est en élevage, on va avoir un petit peu de consommation du carbone qui correspond à ce qui se perd pour les stockages de fumier en bout de champ ou de ce qui se perd dans les stockages d'effluents liquides sans couverture de pluie sur les stockages. Donc, on a une petite diminution du carbone apporté sur la vie du sol au courant de l'année, mais il n'y a pas d'effet à long terme sur le carbone humique. Donc ça a été démontré par Arvalis depuis 2-3 ans. Il y a toujours des recherches qui sont faites là-dessus. Quand on est sur des systèmes végétaux et qu'on a des matières supplémentaires qui rentrent, si c'est bien raisonné avec des assolements, avec des couvertures permanentes, cives plus culture principale, on peut même avoir des effets positifs sur le carbone. Donc, ces choses-là, en fait, pour y répondre, il faut bien travailler son sujet sur la partie agronomique pour pas prendre de risques. Mais on n'aura pas de réponse, en fait, définitive avant peut-être une dizaine d'années.
Aujourd'hui, il y a une installation qui est suivie en méthanisation depuis 9 ans, mais avec un gisement particulier. Et depuis 9 ans, il y a une légère amélioration du taux humique dans les sols de cette exploitation. Voilà. Merci, Paul. C'est le moment de conclure. J'espère que nous avons su capter votre attention et votre intérêt dans ce format à distance. En tout cas, les intervenants y ont mis toute leur expertise et parfois leurs convictions fortes. Donc, je les en remercie pour leur intervention. Donc, notre mission, elle est aussi d'apporter cette expertise auprès de tous les adhérents via vos interlocuteurs, via CERF France. Donc, merci aux intervenants. Je veux remercier aussi donc Emmanuel qui a préparé toute la base de données pour cette présentation. Charlène pour la mise en forme du diaporama. Freddy pour la partie technique. Et puis, je vous remercie, vous également, participants, pour votre attention, pour vos remarques, pour vos questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À bientôt.